Dans les thèmes que nous devons aborder sur Terre et espace, nous avons vu l'hydrosphère, les marées, l'insolation. Maintenant, il est temps de voir l'atmosphère. Aujourd'hui, le sujet portera sur les caractéristiques. Vous avez déjà vu dans vos cours précédents dans les dernières années que la portion qui nous intéresse ou que les phénomènes météorologiques sont présents, c'est la troposphère. C'est le premier 20 km. On retrouve l'Everest dans cette portion-là, qui atteint à peine 10 km, 8700 mètres. La stratosphère est l'autre portion où on retrouve les nuages et aussi la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Par la suite, nous allons trouver la mésosphère, l'iosphère et les autres sphères. Quelques généralités que vous connaissez à ne pas prendre en note. La composition de l'atmosphère est de 78% d'azote, 21% d'oxygène seulement et un autre pourcent des autres gaz, comme le gaz carbonique, la vapeur d'eau, l'argon et d'autres autres. Les phénomènes météorologiques se situent dans la troposphère, entre 0 et 20 km d'altitude. 99% des gaz atmosphériques se situent entre 0 et 50 km d'altitude, soit la troposphère et la stratosphère. Au-delà, il n'y a presque plus d'air. La couche d'ozone se situe dans la stratosphère et les satellites artificiels évoluent à plus de 500 km d'altitude. Pour comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère et pouvoir faire des prédictions météorologiques, nous devons connaître trois propriétés. Trois propriétés que vous avez déjà vues dans vos cours de sciences. J'en suis persuadé. Alors, un petit rappel. La température. Non, ça ne mesure pas directement la chaleur, mais plutôt une agitation des molécules. Plus que la molécule contient de l'énergie, plus les molécules vont s'agiter et vont frapper le thermomètre, si on peut ainsi dire, et le résultat sera l'augmentation de la température. La température se mesure en degrés Celsius dans notre système métrique. Vous avez peut-être déjà entendu les degrés Fahrenheit dans le système impérial ou encore les scientifiques utilisent le Kelvin. À titre comparatif, 0 degré Celsius correspond à 32 Fahrenheit, soit à 273 Kelvin. Et l'au-bout à 100 degrés Celsius, il fait 212 à ce moment-là, et la température là, en Kelvin, c'est 373. Le chaud ou le froid. Le chaud et le froid sont des perceptions de notre corps. Cela n'existe pas vraiment. On peut transférer de la chaleur, soit de l'énergie, à un autre corps ou recevoir de l'énergie d'un corps. On ne peut donner du froid. Un corps froid absorbe la chaleur, l'énergie, des corps qui sont plus chauds. Donc, l'énergie va se transférer toujours de l'endroit où on a plus d'énergie à un endroit qui a moins d'énergie. La pression atmosphérique est une force, en fin de compte, le poids de l'air exercé sur une surface. Donc, quand vous tenez debout et vous avez les mains vers le sol, le ciel, vous soutenez, grâce à vos mains, le poids d'une grande colonne d'air, donc la masse de tous les atomes des gaz qui sont au-dessus de votre tête. C'est une énorme pression que vous avez sur les épaules. En science, on mesure la pression avec un baromètre. Ces unités de mesure sont le pascal ou encore le kilopascal, l'atmosphère et, autrefois, le millimètre de mercure chez nos amis anglophones. Lorsqu'on augmente la masse d'air au-dessus de soi, on augmente la pression atmosphérique. Tout est une question de densité ou de masse volumique. Donc, augmenter la pression, c'est comme rajouter du poids, donc plus de molécules sur nos épaules, et l'effet, on le ressent. Oui, vous avez peut-être déjà remarqué qu'on pourrait enlever de la pression atmosphérique, c'est lorsqu'on monte dans les montagnes. Nos oreilles ont l'impression qu'ils bougent légèrement. Et lorsqu'on descend sous l'eau, on entend encore plus le phénomène qui bouge, les tympans qui nous s'écrasent. Et pour équilibrer la pression, nous soufflons dans notre nez qui est bouché. Avez-vous déjà fait l'expérience? La pression varie avec l'altitude, un phénomène que vous avez peut-être vécu en automobile. La pression varie avec l'altitude dans l'atmosphère. Donc, plus qu'on est haut, moins qu'on a de pression. Lorsqu'on est à 5 km d'altitude, on retrouve moins de gaz au-dessus de notre tête. Donc, la pression est beaucoup plus faible. Donc, la pression au sol est supérieure en altitude. Il faut s'en rappeler. En altitude, la concentration des gaz va être la même,
mais par contre, nous aurons moins de gaz disponible, moins d'oxygène. C'est pour ça que dans les films, des personnes qui montent l'Everest ou les très hautes montagnes vont avoir des contenants avec de l'oxygène. Pas parce qu'il n'y a pas d'oxygène en hauteur, mais elle est moins disponible parce qu'elle est moins présente. Les facteurs qui influencent la pression sont assez somme toute simples. C'est le changement de masse volumique qui modifie la pression au sol. Nous avons vu la même chose pour l'océan, avec une augmentation de la salinité qui augmentait la masse volumique de l'eau, et celle-ci devenait plus dense, si on veut, et s'en allait vers le fond des mers. Pour l'air, c'est un peu la même chose. Une autre pression indique la présence d'une masse d'air froid, donc les gaz qui sont froids ils vont se comprimer et vont augmenter leur masse volumique à ce moment. À l'inverse, lorsque la température augmente et l'air est chaud, les masses d'air vont se dilater, donc vont occuper un plus grand espace et la pression au-dessus va être plus faible. Pour un même volume, la masse de l'air froid est supérieure à la masse de l'air chaud. Résultat, l'air chaud monte car sa masse volumique est plus faible et l'air froid descend. C'est la même chose dans la piscine. Si on flotte, c'est parce que notre masse volumique est plus faible que l'eau. L'autre propriété qu'on doit tenir compte, c'est l'humidité. L'humidité, c'est la quantité de vapeur d'eau qui est présente dans l'air. Lorsqu'il fait chaud et que c'est très humide, on ressent un inconfort. L'avez-vous déjà vécu cet été? Oui, on s'en souvient en septembre. Il faisait très chaud et humide. C'était suffocant. C'est pourquoi le Canada a développé l'indice Humidex, qu'il ne faut pas confondre, qui est un indice d'inconfort ou de confort. Lorsqu'on parle d'humidité relative, c'est le rapport entre la quantité d'eau d'une masse d'air et la quantité maximale d'eau que peut contenir cette masse d'air. Donc oui, la vapeur d'eau on peut en rajouter dans l'air, mais si j'en mets trop, elle va se condenser. Une masse d'air chaud, il faut le retenir, peut contenir plus d'eau, de vapeur d'eau, qu'une masse d'air froide. Donc c'est une question de température ici aussi. Lorsqu'il y a saturation d'humidité, donc on n'est plus capable de rajouter de l'eau, et que l'eau est à 100%, si la température diminue, donc on devrait en contenir moins, on va observer une condensation liquide. C'est ce qu'on appelle le point de rosée. Tôt le matin, vous avez mis les pieds dans le gazon humide, j'imagine, ça vous est déjà arrivé, c'est le point de rosée qui était atteint. La température de l'air devient saturée en vapeur d'eau pendant la nuit à cause des évaporations. Et tout d'un coup, lorsque la masse d'air se refroidit pendant la nuit, l'eau se condense et se dépose sur les objets. À prime abord, le gazon et finalement sur vos pieds. À retenir les facteurs utilisés afin d'effectuer une prédiction météorologique sont la température, la pression et l'humidité. Donc, seriez-vous des bons météorologues? C'est ce que nous allons tenter de faire avec les prochains cours. Merci.